équipé. Voyage au pays du réel. Chapitre 1. J'ai toujours tenu pour suspect ou illusoire des récits de ce genre. Récits d'aventure, feuilles de route, racontars, joufflus de mots sincères, d'actes qu'on affirmait avoir commis dans des lieux bien précisés, au long de jours catalogués. C'est pourtant un récit de ce genre, récit de voyage et d'aventure, que ce livre propose dans ses pages mesurées, mises bout à bout comme des étapes. Mais qu'on le sache, le voyage n'est pas accompli encore, le départ n'est pas donné. Tout est immobile et suspendu. On peut à volonté fermer ce livre et s'affranchir de ce qui suit. Que l'on ne croit point du même geste s'affranchir de ce problème, doute fervent et pénétrant qui doit remplir les moindres mots ici, comme le sang, les plus petits vaisseaux et jusqu'à la pulpe sous l'ongle, et qui s'impose ainsi. L'imaginaire déchoit-il ou se renforce quand il se confronte au réel? Le réel n'aurait-il point sa grande saveur et sa joie? Car ces deux mondes s'attribuent tour à tour la seule existence. Ils restent si étranges l'un à l'autre que les représentants humains, les disciples en la chair desquels ils s'incarnent, s'efforcent de se fuir plutôt que de se chercher et de combattre. Ce qui, supprimant tout conflit, permet aux deux parties de se croire vainqueurs. Et ils y conduisent ainsi l'un des moments mystérieux les plus divinisables par la qualité d'exotisme qu'il contient, sa puissance du divers. Et cependant, la plupart des objets dans ces deux mondes sont communs. Il n'était pas nécessaire, pour en obtenir le choc, de recourir à l'épisode périmé d'un voyage, ni de se mouvoir à l'extrême pour être témoin d'un duel qui est toujours là. Certes, mais l'épisode et la mise en scène du voyage, mieux que tout autre subterfuge, permettent ce corps à corps rapide, brutal, impitoyable, et marquent mieux chacun des coups. La loi d'exotisme et sa formule, comme d'une esthétique du divers, se sont d'abord dégagées d'une opposition concrète et rude, celle des climats et des races. De même, par le mécanisme quotidien de la route, l'opposition sera flagrante entre ces deux mondes, celui que l'on pense et celui que l'on heurte, ce qu'on rêve et ce que l'on fait, entre ce qu'on désire et cela que l'on obtient, entre la cime conquise par une métaphore et l'altitude lourdement gagnée par les jambes, entre le fleuve coulant dans les alexandrins longs et l'eau qui dévale vers la mer et qui noie, entre la danse ailée de l'idée et le rude piétinement de la route. Tous objets dont s'aperçoit le double jeu, soit qu'un écrivain s'en empare en voyageant dans le monde des mots, soit qu'un voyageur, verbalisant parfois contre son gré, les décrive ou les évalue. Ce livre ne veut donc être ni le poème d'un voyage, ni le journal de route d'un rêve vagabond. Cette fois, portant le conflit au moment de l'acte, refusant de séparer au pied du mont le poète de l'alpiniste, et sur le fleuve l'écrivain du marinier, et sur la plaine le peintre et l'arpenteur ou le pèlerin du topographe, se proposant de saisir au même instant la joie dans les muscles, dans les yeux, dans la pensée, dans le rêve, il n'est ici question que de chercher en quelle mystérieuse caverne du profond de l'humain ces mondes divers peuvent s'unir et se renforcent à la plénitude. Ou bien, si décidément ils se nuisent, se détruisent jusqu'au choix impérieux d'un seul d'entre eux, sans préjuger duquel d'entre eux, et s'il faut, au retour de s'être équipé dans le réel, renoncer au double jeu plein de promesses, sans quoi l'homme vivant n'est plus corps ou n'est plus esprit.